La médecine fœtale, elle est née en France. Elle est née en France. Elle est née en France dès que l'échographie, l'ultrason, est sorti des applications militaires pour venir aux applications médicales. Et ça a été une aventure extraordinaire de tout d'un coup voir le fœtus. Du jour au lendemain, dans les années 70, on a vu le fœtus. On a vu ce qui n'allait pas. On a pu lui faire des petits gestes, des petites interventions. Bon. Et ça, c'est né dans les CHU français. C'est né dans les CHU français, probablement en raison de la législation qui nous permettait, jusqu'à la fin de la grossesse, de prendre des décisions douloureuses, alors que dans les autres pays, il fallait le faire dans les premiers trimestres ou les 2 premiers trimestres aux États-Unis. Et donc, on faisait vite et pas très bien. Nous, on avait tout notre temps, on pouvait suivre la croissance du fœtus. Et on a été, la médecine fœtale a été la première mondiale jusqu'aux années 2000. Bon, peut-être que j'exagère, jusqu'aux années 90. Et ça, si vous voulez, moi, étant pédiatre et m'étant assez spécialisée dans la chirurgie de la malformation chez le nouveau-né, il faut voir ce que ça a été comme révolution. Avant, on vous téléphonait à 2h du matin, il y a un bébé qui vient de naître, il ne peut pas avaler parce que le conduit qui emmène la salive à l'estomac est cassé, est bouché. On arrivait, alors on découvrait un nouveau-né, un père complètement hagard qui venait de quitter sa femme à la maternité, on ne savait rien de leur famille, on ne savait rien. Bon. Maintenant, on fait le diagnostic à 4 mois, à peu près, 4-5 mois. On suit cet enfant, la famille, le retentissement, et quand il naît, le diagnostic est fait, on n'a plus qu'à faire l'intervention, rien à découvrir. Enfin, ça a complètement changé cette médecine. Et puis de là, à aller chercher les causes de ces malformations, puisqu'on les voyait très très tôt. On pouvait faire des examens, on pouvait... donc ça a été une révolution, et ça continue à l'être, ça continue à l'être. Alors l'enfant parfait, ça, non, mais ça c'est autre chose. les obstétriciens avec qui je travaille, ils sont comme moi, ça nous fait rigoler. Vous savez, une femme qui est enceinte, au-delà du premier trimestre, parce que moi je ne vois jamais une femme dans le cadre de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse pour convenance personnelle, ça ne regarde que les gynécologues et les accoucheurs. Moi, je vois une femme qui a mis en route un enfant dans le bonheur et qui, vers 4, 5, 6 mois, on lui dit il n'est pas fait en usine. Il y a quelque chose qui est différent. Bien plus souvent, on nous dit qu'est-ce qu'on fait? On continue et on fait le maximum. C'est exceptionnel qu'ils jettent l'éponge tout de suite comme ça en disant non, on arrête. Ça a été beaucoup monté en épingle. C'est pas notre clientèle de tous les jours, hein. Pas du tout. C'est plutôt alors de temps en temps, parce qu'il y a quelque chose sous-jacent, parce qu'il y a un malaise psychologique sous-jacent, pour pas dire plus, ça vient dans une grossesse déjà ressentie comme perturbante. Mais le plus souvent, les parents sont avec nous et je vais vous dire, parfois, nous, on souhaiterait qu'ils arrêtent, car nous, on sait exactement où on va, les séquelles qu'on peut avoir, les risques majeurs qu'on va prendre, que ce soit d'une insuffisance respiratoire, d'une paralysie, ou des choses comme ça. On a beau leur dire honnêtement, sincèrement, ils continuent. Hein. Quitte à, quand l'enfant aura 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'effondrer. Hein. Il y a les parents dont l'enfant va avoir des séquelles et qui veulent ce qu'on appelle, nous, presque un excès de soins. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer la grossesse, ils veulent des interventions majeures après la naissance et ils pensent pouvoir assumer. La demande d'excès de soins, une fois qu'on a bien expliqué, qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont compris, on n'a plus qu'à dire OK. Hein, bon. Sauf si ça entraîne beaucoup de souffrance pour le nouveau-né, beaucoup de souffrance pour les frères et sœurs, etc., où là on est un petit peu plus réticent. A l'inverse, la demande d'arrêt de soins et à l'extrême d'interruption de grossesse pour une malformation dont les séquelles ne sont pas importantes, eh bien il faut essayer de passer, je veux dire passer au sens obtenir l'adhésion des parents qui changent d'avis, et sinon on a le droit de façon tout à fait
aimable et non conflictuel de leur dire « je ne fais pas partie de ce projet-là ». Je ne fais pas partie de ce projet d'interruption de grossesse parce qu'il manque 3 orteils et un pied. Je ne vous empêche pas d'aller ailleurs. Je ne vous culpabilise pas, mais moi je ne fais pas partie de ce projet. Et on est tout de même là pour ça aussi. Hein, on est tout de même là pour ça. Voilà. Vous savez, la médecine fœtale, c'est extrêmement fin. Enfin, c'est pas pour. Par exemple, il y a des femmes qui ne veulent absolument pas savoir. Elles ne veulent pas savoir si leur enfant sera trisomique 21, ce qu'on appelle mongolien. Bon, elles ne veulent pas le savoir. Vous leur expliquez, vous avez tel âge, la prise de sang qu'on vous a faite au premier trimestre montre que votre risque est tout de même assez élevé. Oui, mais de toute façon, moi je veux garder cet enfant. Je ne veux pas la myosynthèse. Bon, vous avez bien compris, monsieur, vous avez compris, je voudrais voir, etc. Bon, et ben voilà, bon, ça c'est un refus de savoir. Je pense que ce n'est pas à un médecin d'aller au-delà. Moyennant quoi, il faut tout faire pour qu'ils acceptent de savoir. Hein. Non, mais on touche à des questions... la médecine fœtale, c'est absolument fascinant parce que c'est sans fin, les situations ne sont jamais les mêmes. À l'inverse, une femme dit « Oh, je veux une amniosynthèse, j'ai peur. » Et puis une fois que la myosynthèse sort et que c'est une trisomie 21, ah ben non, je le garde. Donc on a fait un geste qui techniquement a 1% de complications. Donc on a pris un risque avec elle. On lui a dit il y a 1% de fausse couche. Et il ne sert à rien. Ben oui, ben qu'est-ce que vous voulez faire? Elle a changé d'avis. Et ben nous on est là pour poursuivre. Et évidemment, je passe les heures qu'on peut passer à dire, à les envoyer voir les responsables, les spécialistes de la trisomie 21, qui fassent bien entendre à la femme que c'est un suivi de tous les instants, qu'il y a des malformations associées, etc. Si après ça, elle veut continuer, ben elle continue. Comment on en vient à faire ce métier? Enfin, je veux dire, comment ça démarre tout ça? Avec les évolutions que... Je ne sais pas pourquoi on fait médecine. J'ai bien des idées. Non, mais, ah oui, non, mais attendez. Oui, je réponds à votre question, je vous promets. Je vous promets. Je ne sais pas pourquoi on fait médecine. C'est pas forcément pour des prétextes hyper louables. Je ne sais pas. Il faut qu'on s'occupe des autres. Il faut qu'on prenne un espèce de pouvoir sur eux, de les guérir, de les soigner. Il faut qu'ils aient besoin de nous. Bon. On peut dire aussi c'est altruiste, etc. Une fois qu'on fait médecine, on découvre l'anatomie, la physiologie, la neurologie, et c'est comme ça qu'on s'oriente. Hein. On découvre les choses. Mais je crois que le primum mover, c'est de se dire déjà, mais qu'est-ce que je fais dans une faculté de médecine? Après, bon, moi, il se trouve que j'avais besoin d'agir, j'avais besoin de l'action. Hein. Chirurgie, ça veut dire travail de la main. Care, ergon, le travail de la main. J'avais besoin de ce travail de la main. Et que j'ai passé le concours de l'internat pour être chirurgien. Hein. J'avais besoin de ce travail manuel. Et que dans les stages, j'ai vu la chirurgie pédiatrique, ici même, la chirurgie du nouveau-né, les malformations qu'on pouvait réparer, et que ça m'a enthousiasmé. Mais c'est exprès que je vous dis, c'est un gradus. Hein. Il y a peu d'étudiants en médecine de première année qui disent « je veux être chirurgien ». Nous, on les a en troisième année. Il y en a à peu près 15% qui savent qu'ils veulent être chirurgien, pas plus. Hein, bon. Et puis après, vous passez un concours indispensable pour être chirurgien et vous commencez à aller dans toutes les spécialités de chirurgie. Puis là, vous avez le coup de foudre. Ça dépend aussi d'un modèle. On rencontre un chirurgien particulièrement brillant dans cette spécificité. Et puis, le nouveau-né, c'était juste les années avant qu'on découvre le fœtus. Hein. Donc, la génétique, il y a eu des progrès extraordinaires. Mais la neurologie me passionnait aussi. Enfin, je crois qu'on avance progressivement. On ne se dit pas à 15 ans, je vais être chirurgien d'enfant. Enfin, moi, en tout cas, pas. Il y a eu des rencontres ou pas, justement, tout à l'heure, je vous parlais? Le patron de chirurgie pédiatrique, ici, et la génétique, qui balbutiait.
mais qui étaient 2-3 cours de génétique ou 2-3 congrès où il y avait des généticiens qui venaient nous dire pour telle malformation on a une piste, etc. Oui, ça a été des rencontres importantes, oui, importantes. Et contrairement à ce qu'on pense, en chirurgie, le gros travail, c'est avant l'opération. La concevoir, voir ce qui peut être indiqué, ce qui peut être utile, ce qui est néfaste. Vraiment la concevoir complètement avant l'intervention. Et après avoir, je dirais, le plaisir, ne prenons pas ça de façon superficielle, d'avoir l'achèvement, on dit en anglais, de réaliser avec ses mains le projet qui a été conçu. Mais le projet est aussi important que la réalisation.